Muses de Denis Lindon. Suite des histoires d'amour de Calypso. Après avoir entendu de la bouche de Calypso un grand nombre d'histoires d'amour tirées de la chronique olympienne, et en particulier le récit complet et inexpurgé des liaisons de Jupiter, Ulysse demanda un soir à la nymphe si elle ne connaissait pas aussi des histoires d'amour humaines. « J'en connais beaucoup, lui répondit Calypso, et qui te prouveront que les hommes dans ce domaine ne sont pas plus raisonnables que les dieux. » Pygmalion et Galatée. Pygmalion était un jeune sculpteur de grand talent. Exclusivement passionné pour son art, il ne s'intéressait pas aux femmes, qu'il ne trouvait d'ailleurs jamais assez belles pour lui. La nature, disait-il, est pleine de défauts. Seul l'art peut atteindre à la perfection. Pour prouver sa thèse, il entreprit un jour de tailler dans le marbre la statue d'une femme parfaite. Il y réussit si bien qu'il tomba amoureux de son œuvre. Il se mit à la traiter comme une amante, à l'habiller de vêtements élégants, à la couvrir de caresses et de baisers. Ému par l'ardeur de cet amour bizarre, Vénus prit pitié du sculpteur et donna la vie à la statue qu'elle appela Galatée et que Pygmalion épousa. « C'est le comble de l'égocentrisme, observa Ulysse. « Non, lui répondit Calypso, le comble de l'égocentrisme est l'amour de Narcisse pour lui-même, que je vais te conter. » Narcisse. Lorsque naquit Narcisse, un oracle annonça à ses parents qu'il vivrait vieux et heureux s'il ne voyait jamais son propre visage. Sans bien comprendre le sens de cette prophétie, ses parents bannirent de leur demeure toute espèce de miroir. En grandissant, Narcisse devint un adolescent d'une exceptionnelle beauté. Toutes les femmes qui le voyaient brûlaient d'amour pour lui. La nymphe Écho, en particulier, celle-là même qui avait déjà eu avec Jupiter une aventure malheureuse, fut l'une de ses admiratrices les plus éperdues. Mais Narcisse, atteint apparemment d'une incurable misogynie, ne leur accordait pas la moindre attention. Un jour, qu'il revenait de la chasse, il s'arrêta à une fontaine pour se désaltérer. Comme il se penchait au-dessus de l'eau, il vit s'y refléter son image. Il la trouva si belle qu'il en tomba amoureux. Fasciné, il restait là à la contempler, sans bouger, sans manger, et même sans boire, car il craignait en trempant ses lèvres dans l'eau de la fontaine d'en troubler un instant la surface. Au bout de quelques jours, il mourut de faim et de soif. Lorsque Charon, le nocher des enfers, lui fit traverser l'Achéron, Narcisse, penché au-dessus du fleuve noir, y contemplait encore son image. « Et des histoires d'amour normales entre un homme et une femme qui s'aiment et sont heureux, ça n'existe pas ?» demanda un jour Ulysse à Calypso. « Ce genre de situation n'est malheureusement pas aussi normal que tu le penses, » répondit Calypso. « Mais j'en connais tout de même un exemple, celui de Philémon et Baucis. » Philémon et Baucis. Un soir, sur l'Olympe, Jupiter et Mercure bavardaient ensemble après le dîner, comme ils en avaient l'habitude. Leur conversation étant tombée par hasard sur un peuple montagnard appelé les Phrygiens, les deux Olympiens se trouvèrent en complet désaccord. Jupiter prétendait que les Phrygiens, comme d'ailleurs tous les montagnards, étaient aimables et accueillants. Mercure affirmant au contraire qu'ils étaient égoïstes et inhospitaliers. « Faisons un pari, puis allons nous rendre compte par nous-mêmes, » proposa Jupiter, qui aimait se livrer de temps à autre à ce genre d'escapade. Le lendemain, Jupiter et Mercure, déguisés en vagabonds, entrent dans un village de Phrygiens qu'ils avaient choisi au hasard et se mettent à frapper à la porte des fermes en demandant l'aumône. Partout, comme l'avait prévu Mercure, on leur claque la porte au nez, et plusieurs fois même on lâche sur eux les chiens. Jupiter pensait bien avoir perdu son pari lorsqu'il frappa à la dernière porte du village. Ce n'était même pas celle d'une ferme, mais d'une misérable chaumière. Un vieil homme et une vieille femme en étaient les occupants. « Nous n'avons pas d'argent, dirent-ils à leurs visiteurs, mais nous serons heureux de partager avec vous notre repas et notre demeure. » Le repas qu'ils s'apprêtaient à prendre se composait exclusivement d'un chou et d'une miche de pain. Mais en l'honneur de leurs hôtes, ils insistèrent pour y ajouter leur unique morceau de lard fumé qui pendait à une poutre. Ils sortirent enfin du buffet, à cette occasion, leur dernière cruche d'un vin d'ailleurs fort médiocre.
Pendant le repas, les deux vieillards racontèrent leur vie à leurs invités. Lui s'appelait Philémon et elle Baucis. Ils étaient mariés depuis de longues années, mais s'aimaient encore comme au premier jour. Ils étaient très pauvres, mais leur jardin et leur basse-cour leur donnaient, disait-il, largement de quoi manger. Ils s'estimaient donc très heureux. Tout en parlant, Philémon veillait à remplir de vin les verres de ses hôtes, mais il s'abstenait pour sa part de boire le sien, car il craignait que la cruche ne fût vidée avant la fin du repas. Or, à sa grande surprise, non seulement le niveau du vin ne baissait pas dans la cruche, mais il lui semblait monter. À la fin du repas, le doute ne fut plus permis. La cruche était pleine, et d'un vin bien meilleur que celui qu'elle contenait initialement. Les deux vieillards comprirent alors que leurs hôtes n'étaient pas des vagabonds ordinaires et les regardèrent avec crainte. Jupiter, ravi d'avoir gagné son pari, s'empressa de les rassurer. « Je suis le roi des dieux, leur dit-il, et je veux vous remercier pour votre généreuse hospitalité. Demandez-moi ce que vous voulez, de l'or, un palais somptueux, de vastes domaines et des troupeaux nombreux, tout vous sera accordé. » Philémon et Baucis se consultent un instant à voix basse. Puis le vieil homme répond à Jupiter. La seule faveur que nous souhaitons, c'est de pouvoir vivre encore quelques années ensemble et lorsque le moment sera venu, de mourir tous les deux en même temps afin qu'aucun de nous n'ait le chagrin de survivre à l'autre. Jupiter exauça ce vœu. Lorsque bien des années plus tard, Philémon et Baucis moururent, leurs corps furent transformés, l'un en chêne, l'autre en tilleul, mais leurs troncs étaient communs afin que même dans la mort, ils ne fussent pas séparés. Ayant constaté qu'Ulysse avait pris un plaisir particulier à cette histoire d'amour exemplaire, Calypso jugea que le moment était bien choisi pour renouveler à son amant la proposition d'immortalité qu'elle lui avait faite, et à laquelle il n'avait toujours pas répondu. Une fois de plus, Ulysse se dérobe. Elle s'impatiente alors et lui adresse un ultimatum. « Tu as eu tout le temps de réfléchir, il faut maintenant te décider. J'exige une réponse cette nuit même avant que... » Elle hésite un instant puis reprend. « Avant que le jour se lève. » Ulysse reste un instant perplexe. Ce qui l'étonnait et le troublait, ce n'était pas l'ultimatum de Calypso, auquel il s'attendait depuis quelque temps, mais les termes qu'avait employés Calypso pour en fixer le délai d'expiration. À cette époque, en effet, chaque fois qu'on voulait évoquer le lever du jour, on employait une formule poétique qui, à force d'être répétée, était devenue un véritable cliché. On disait « lorsque paraîtra l'aurore aux doigts de rose qui se lève de bon matin ». Or, Ulysse avait remarqué qu'après un instant d'hésitation, Calypso s'était volontairement abstenu d'employer cette formule et il se demandait pourquoi. Brusquement, une illumination se fit dans son esprit et il comprit à la fois pourquoi Calypso avait évité de lui parler de l'aurore aux doigts de rose et pourquoi lui, Ulysse, poussé par quelque instinct obscur, hésitait depuis plusieurs mois à accepter l'offre de l'immortalité. Cette réminiscence lointaine et vague sur laquelle il ne parvenait pas à mettre le doigt lui était enfin revenue à la mémoire. « Je vais à mon tour, dit-il à Calypso, te raconter une histoire d'amour, ou plutôt te la rappeler, car tu la connais certainement. C'est celle d'Aurore et de Titon. » Aurore et Titon. Aurore est la déesse qui, chaque matin, se lève la première pour annoncer aux hommes le prochain lever du soleil, en colorant de ses doigts de rose le ciel d'Orient. Toute déesse qu'elle fût, Aurore s'éprit un jour d'un mortel nommé Titon. Elle lui promit l'immortalité s'il acceptait de l'épouser. Titon accepta et pendant plusieurs années n'eut qu'à se féliciter de cette décision. Mais un jour, il s'aperçut que ses cheveux grisonnaient, que des rides se creusaient sur son front et qu'il avait du mal à lire de près. Et il alla s'en plaindre à Aurore. « Je t'ai bien promis l'immortalité, lui répondit la déesse, mais non la jeunesse éternelle, à laquelle seuls les dieux ont droit. Je ne peux donc pas t'empêcher de vieillir. » Les années passèrent, Titon se voûta, se dessécha, se flétrit, se ratatina, perdit successivement l'ouïe, la vue, l'odorat et le toucher. Il finit par supplier Aurore, qui voulut bien y consentir, de le laisser mourir. Et voilà pourquoi, conclut Ulysse, en s'adressant à Calypso, je n'ai pas besoin de réfléchir plus longtemps pour refuser ton offre. Le départ d'Ulysse. À partir de ce jour, les relations entre Ulysse et Calypso s'altérèrent rapidement. Ulysse, sombre et taciturne, ne pensait qu'au moyen de quitter l'île, et Calypso au moyen de l'en empêcher.
Cette situation d'équilibre aurait pu cependant se prolonger longtemps encore si Minerve n'était intervenue. Depuis quelques mois, sur l'Olympe, le lobby pro-Ulysse, dirigé par Minerve et Mercure, avait sérieusement renforcé sa position. Apollon paraissait avoir oublié l'affaire des bœufs, et la plupart des autres dieux manifestaient à l'égard d'Ulysse des sentiments de neutralité bienveillante. Seul Neptune restait un adversaire irréductible. Mais il s'absentait fréquemment de l'Olympe. Un jour qu'il était parti, Dieu sait pourquoi, faire un voyage en Éthiopie, Minerve profita de son absence pour aller plaider, une fois de plus, la cause d'Ulysse auprès de Jupiter. Cette fois, elle emporta la décision. Jupiter donna plein pouvoir à Mercure pour régler l'affaire avec Calypso. Chaussant ses sandales ailées, Mercure se rendit aussitôt chez la nymphe. Après les salutations d'usage, il en vient rapidement au fait. Jupiter te prie de laisser partir Ulysse et de l'aider à préparer son voyage. Et quand je te dis qu'il te prie, c'est une façon de parler. Il te l'ordonne. Calypso doit s'incliner. Elle appelle Ulysse, qui était assis tristement, comme d'habitude, sur son promontoire. Elle lui annonce qu'elle l'autorise à retourner chez lui. Tout d'abord, Ulysse, méfiant, se refuse à la croire, soupçonnant un piège. Mais elle lui jure par le Styx qu'elle dit la vérité. Elle l'engage à entreprendre sans tarder la construction d'un navire. Non sans hypocrisie, Ulysse affecte alors d'éprouver des regrets. « Mon plus cher désir, dit-il à Calypso, serait de demeurer ici, car nul mortel, pas même Pénélope, ne peut se comparer à toi. Mais je n'ai pas le droit de me dérober à mes obligations familiales et surtout à mes devoirs envers mon fils Télémaque. » Après quoi, retrouvant d'un coup toute son énergie, Ulysse se met au travail. Il abat quelques pins au tronc bien droit, les attache solidement entre eux pour en faire un radeau, qu'il équipe d'un mât, d'une dérive, d'un gouvernail rudimentaire. Son ardeur est telle qu'en 3 jours son travail est déjà bien avancé. Calypso fait alors une ultime tentative pour le retenir. Elle lui écrit une lettre, comme le font souvent les amants désunis lorsqu'ils ne peuvent plus se parler sans se disputer. Dans cette lettre poignante qu'elle écrit en pleurant, elle rappelle à Ulysse les bons moments qu'ils ont vécus ensemble. Elle lui jure qu'elle ne l'oubliera jamais, mais qu'elle préfère souffrir elle-même toute sa vie que de le voir malheureux. En écrivant ces nobles paroles, Calypso se croyait sincère. Mais sans vouloir se l'avouer, elle espérait secrètement qu'Ulysse, ému par la générosité dont elle faisait preuve, sentirait renaître son amour pour elle. Malheureusement, dans les lettres de ce genre, l'auteur est plus ému en les écrivant que le destinataire en les lisant. Ulysse se contenta de la parcourir d'un regard distrait. Lorsque Calypso comprit que ses espérances secrètes étaient vaines, et que, bien loin de reconquérir son amant, elle n'avait fait que soulager ses remords, lorsqu'elle vit qu'Ulysse, accélérant ses préparatifs, abandonnait ses mines contrites et cessait de dissimuler son impatience de partir, une bouffée de fureur la submergea tout à coup. Elle n'eut plus qu'une idée, se venger. 2 jours après, Ulysse, ayant terminé son radeau et chargé à bord quelques provisions, prenait hâtivement congé de Calypso. Quelques minutes plus tard, Calypso prenait son vol en direction de l'Olympe, où elle pensait trouver Neptune. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?